Depuis une dizaine d'années, des praticiens de la troisième vague des TCC utilisent la méditation comme outil thérapeutique. Elle est associée aux notions un petit peu étranges pour le profane de pleine conscience ou de pleine présence. Qu'est-ce que cela signifie? Quelle est la place de la méditation au sein des thérapies comportementales et cognitives? Pour répondre à cette question, j'ai invité 3 éminents représentants de la FTCC, l'Association française des thérapies comportementales et cognitives. Docteur Yasmine Liénard, vous êtes psychiatre et psychothérapeute TCC et vous animez des groupes de patients au sein d'un hôpital dans lequel vous introduisez toutes ces notions de méditation de pleine conscience. Docteur Christine Birabel-Saron, vous êtes psychiatre, docteur en psychologie clinique et pathologique, vous êtes spécialisée dans les TCC et formatrice MBCT. Vous êtes également l'ancienne présidente de la FTCC et auteur de plusieurs ouvrages à destination du public et des professionnels de santé. Boris Guimpel, vous êtes sexologue et psychologue psychothérapeute TCC, vous êtes directeur de la communication de la FTCC et instructeur en méditation de pleine conscience. Je vous propose de commencer par faire un premier panorama rapide de l'histoire des TCC, des notions de première, deuxième et troisième vague, pour que le public puisse avoir des repères sur les notions de comportement, cognition, émotion, et progressivement comprendre comment on a pu arriver à utiliser la méditation au sein des thérapies cognitives et comportementales, ce qui est un petit peu contre-intuitif en fait au départ, pour le profane. Les thérapies comportementales et cognitives, elles vont apparaître dans le soin dans les années 1940 à peu près, enfin dans les prémices 1920. Et on va distinguer effectivement une première vague ou peut-être une première génération très comportementale. On est sur le comportement. La science montre que l'être humain apprend des comportements. On apprend vers l'âge de 6 ans les goûts alimentaires, on apprend à apprendre des goûts, à apprendre certaines saveurs. Donc l'être humain a vraiment des stratégies d'apprentissage. On apprend à nager, on apprend à lire, on apprend à écrire. Et on démontre qu'on apprend aussi des comportements phobiques, c'est-à-dire on apprend des choses très bonnes pour nous, puis des choses malheureusement qui vont restreindre, je dirais, notre liberté, nos comportements. Donc on a une première vague ou une première génération très comportementale qui va à peu près jusqu'à 1970. On est centré sur le comportement, comprendre comment s'installent ces peurs ou ces phobies, comment elles se développent et comment elles se maintiennent. Vers 1970 arrive une deuxième génération, une deuxième vague, centrée sur ce mot de cognition. La cognition en thérapie comportementale et cognitive, ce sont à la fois les pensées qu'on a dans la tête, les images mentales, ce qui est dans le mental, on va dire ça comme ça. Et en 1962, il y a une grande étude qui fait foi et qui va montrer que quand on est dans l'émotion, admettons je suis dans la peur ou je suis dans la colère, eh bien dans cette expérience de l'émotion, il y a de la pensée. Alors que jusqu'aux années 60-70, il y avait une espèce de débat que dans l'émotion, c'est soit tout le corps, soit c'est des conflits du passé, de l'histoire. Et donc la science montre que quand je vis une émotion, eh bien en même temps, j'ai une pensée très forte qui a la même couleur que l'émotion. Donc on est dans ces années 60-70, donc c'est vraiment une révolution dans comment on pense l'émotion, et du coup la souffrance émotionnelle, que ce soit là encore, tout d'un coup le stress, l'anxiété, la colère, arrive la dépression avec la tristesse, et la tristesse profonde. Et donc, on a cette deuxième vague, cette deuxième génération. On va intégrer dans les thérapies, du coup, l'émotion, bien évidemment, elle était déjà là, mais aussi avec la pensée qui va avec. Et puis, on arrive en 1990, la troisième génération, la troisième vague. Alors, j'aime bien le mot génération parce que un peu la vague, j'adore la mer. La vague, elle meurt sur la plage, donc on a l'impression que c'est une vague qui s'arrête. Alors je préfère le mot génération parce que les 3 générations vont s'enrichir, c'est-à-dire la première génération, elle est la toile de fond de la deuxième, la troisième, elle inclut la première et la deuxième génération. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est nouveau. Le comportement est là, omniprésent, la cognition est là, ce qu'on vient de dire omniprésent. Et dans la troisième vague, par contre, c'est la posture qu'on va avoir par rapport à ça. En première et deuxième vague, quelque part, on voulait dépasser le comportement, faire que le comportement qui me pose problème, que ce soit de la dépression, l'anxiété, la boulimie, autre chose, je souhaitais diminuer ce comportement qui me posait problème jusqu'à temps qu'il disparaisse. On disait qu'il s'éteigne. Dans la deuxième génération, on voulait que ces pensées, elles soient là, moins envahissantes. On voulait faire en quelque sorte qu'elles aient moins d'impact. Et là, la troisième génération, tout ça existe toujours dans notre tête, dans notre mental, et là on change la posture. C'est au lieu de lutter, au lieu de combattre, on va être avec,
Et la troisième génération, donc troisième vague, se caractérise par la posture de l'acceptation. Ok, j'accueille tout ça, c'est pas confortable, mais j'accueille. Et puis, la pleine conscience qui, sont les deux processus de la troisième vague, c'est l'acceptation et la pleine conscience qui va, prendre tout un champ, prendre place au sein de ces thérapies comportementales et cognitives. Voilà, à grands traits. Ça va bien avec la notion de vague d'ailleurs, hein, parce que si vous luttez contre la mer, vous avez le mal de mer. Ouais. Mais pour surfer, il faut être avec le mouvement. Avec le mouvement, ouais, voilà. Ouais. C'est ça. Alors, suivre le flux, suivre le mouvement, suivre la vague. Tout à fait. Je voulais juste témoigner que j'ai commencé à me former au TCC en fait à l'envers. Moi, j'ai découvert d'abord la pleine conscience et le protocole dont on parlera tout à l'heure, la MBCT pour la dépression. Et c'est par cette découverte et l'impact thérapeutique que ça pouvait avoir que j'ai décidé de me former de façon plus approfondie au TCC et de faire la formation à l'époque de la FTCC qui était en 3 ans. J'étais déjà à Sainte-Anne et j'avais la chance de baigner dans les enseignements de Christine, mais surtout dans une mise en pratique des TCC première et deuxième vague pour les troubles du comportement alimentaire. Et après, j'ai voulu me former et c'était finalement assez intéressant pour moi de partir de cette mouvance de l'acceptation des émotions et justement où on n'apprend pas à restructurer les pensées, à reconditionner les comportements, mais à laisser faire et à comprendre qu'en laissant faire, on avait des transformations qui s'opéraient, même au niveau des cognitions, même au niveau des comportements. Malgré tout, je me suis rendu compte au fur et à mesure que les apports du comportementalisme en termes de passage à l'action, de modification des comportements et le travail sur les approfondis des cognitions permettait à deuxième vague m'ont enrichi dans ma pratique de méditation. Enfin, je veux dire ça parce que j'avais peut-être l'idée au départ que la troisième vague allait balayer les 2 autres vagues, mais en fait, je pense qu'on peut pas enseigner et transmettre vraiment les apports de la méditation si on n'a pas une connaissance approfondie des TCC et toute leur richesse en fait. Et je pense qu'on parlera peut-être de ACT, mais et du comportementalisme. Voilà, je voulais juste témoigner effectivement que ça a été pour moi ces 3 vagues s'enrichissent mutuellement et sont pas on n'exclut pas le reste. C'est pas une remise en question des précédents. Au contraire. Ouais, c'est vraiment marrant ce que tu dis, Yacine, parce que moi j'ai fait le contraire. J'ai été formé à l'FTCC, mais assez traditionnel. Donc je sors, j'ai mon diplôme de l'FTCC, je suis psychologue TCCiste, tout jeune. Donc j'étais vraiment formé dans la modification du comportement et des cognitions avec la restructuration cognitive, donc du classique de chez classique. Et je lis des articles MBCT. Je lis des articles de pleine conscience avec les résultats cliniques qu'on peut observer. Et je me dis, tiens, c'est super intéressant, il faut que je regarde. Donc je m'intéresse, je commence à faire un premier protocole. Là, c'était plutôt un protocole MBSR. Et je m'intègre dans un protocole MBSR. Je commence à méditer comme il se doit. Et c'est à ce moment-là où je fais vraiment une vraie révolution copernicienne, quoi. Tout change. Moi qui partais vraiment dans la modification du comportement avec des jeux de rôle, avec la restructuration cognitive, avec la respiration, avec la relaxation, où j'essayais vraiment de changer l'émotion, changer la situation, d'être vraiment dans de l'action. Là, j'apprends tout le contraire à faire avec. Et pour moi, individuellement, personnellement, mais professionnellement, c'était vraiment, j'avais l'impression d'assister à une révolution. Historiquement, est-ce qu'on peut expliquer comment est née la méditation comme outil thérapeutique, en fait? Ça s'est passé comment? La première étape, c'est que Kabat-Zinn, qui lui a une tradition zen, et qui, en tant que soignant dans une unité de douleur chronique et de soins palliatifs, qui va qui va construire un protocole en 8 séances qui va s'appeler MBSR pour la gestion justement du stress chez ces patients qui ont des douleurs chroniques, voire qui sont en soins palliatifs. Donc, on est dans les années 1970. J'ai eu le génie de construire ce programme de gestion du stress, mais avec la méditation de pleine conscience, qui arrive dans le soin, qui arrive à l'hôpital, donc certes aux États-Unis. Et après, lui, il va beaucoup le développer en entreprise, puisqu'après, il fera pendant des dizaines d'années la gestion du stress en entreprise avec le même programme. Mais au départ, c'est lui qui l'apporte en soins et qui l'apporte à l'hôpital. Et là, on est loin des thérapies comportementales et cognitives. Les thérapies comportementales et cognitives, elles vont s'y intéresser dans les années 1990. On va s'intéresser à l'apport de la méditation de pleine conscience, mais d'une façon différente, c'est-à-dire comme étant un outil parmi d'autres, puisque donc la thérapie comportementale et cognitive propose un autre programme de soins qui s'appelle donc MBCT,
qui veut dire thérapie comportementale et cognitive basée sur la pleine conscience, et qu'elle est tripartite. Il y a un tiers de méditation pleine conscience, il y a un tiers d'outils de la psychologie expérimentale des émotions, puis un tiers de thérapie comportementale et cognitive. Mais effectivement, j'avais la notion que c'était les travaux des équipes de Zindel Segal et des cognitivistes canadiens qui avaient été missionnés par l'État canadien pour pouvoir proposer des programmes pour traiter la dépression et éviter surtout les rechutes, mais avec un nombre de thérapeutes limité. Il n'y avait pas assez de monde pour suivre individuellement les patients. Donc l'État canadien avait dit qu'il faudrait trouver une solution qui tienne compte du fait qu'il n'y a pas assez de psychiatres et de psychologues et qui permettent d'éviter les rechutes dépressives. Donc ils ont eu l'idée de faire quelque chose en groupe. Ils avaient déjà fait un travail sur les ruminations au cœur de la rechute dépressive, montrer déjà que le fait d'avoir une tendance à ruminer va précipiter les épisodes dépressifs. Et que, au cœur de ces ruminations, il y avait déjà la notion d'évitement expérientiel, c'est-à-dire qu'il y avait un lien entre le fait de ruminer et le fait de ne pas vouloir ressentir ses émotions. Et que c'est là qu'ils ont fait le lien avec le travail de Jon Kabat-Zinn, qui lui justement aidait les personnes à accepter la douleur, les difficultés, les émotions difficiles. Et c'était un peu le problème qu'ils avaient soulevé dans le cadre de la dépression, et que du coup, effectivement, il y avait une connexion à faire à ce moment-là. Donc c'était presque des raisons budgétaires, des raisons d'État qui ont poussé un peu les TCC à rencontrer la mindfulness. En tout cas, c'est ce qu'ils expliquent, je crois, dans leur introduction très 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 chouette de leur protocole. Et effectivement, moi j'ai l'impression que c'est là qu'il y a une bascule qui est faite. Pour moi, c'est comme ça que je l'ai interprété après, que c'est la bascule, une sorte de révolution dans ces travaux d'Zindel Segal qui n'étaient pas encore la mindfulness, de comprendre un peu des mécanismes au cœur de la rechute dépressive. Justement, pour parler de la pleine conscience, et aussi par rapport aussi à ce que tu dis, Yasmine, c'est ce qui est important de garder en tête pour ceux qui connaissent pas tellement pourquoi on s'intéresse à la pleine conscience, c'est qu'à la base, justement, avec je veux pas trop jargonner, mais par rapport au cognitivisme, on pense, avec Beck, avec les psychiatres, avec Ellis, on pense, pour faire bref, que c'est les cognitions et les pensées qui génèrent l'émotion. Pour la faire bref, on modifie les schémas de pensée pour essayer de changer notre style émotionnel. Quand on est anxieux, dépressif, dans un état atypique, on change les conditions pour changer les états émotionnels. Là, on est complètement avec le protocole dans une autre vision des choses. On se rend compte que c'est l'humeur, c'est l'émotion qui induit une pensée. Donc, les protocoles habituels de TCC classique ne fonctionnent pas. On se rend compte que c'est comment faire pour gérer notre émotion, et la pleine conscience, l'attention, les fonctions métacognitives, c'est-à-dire celle de pouvoir observer nos propres pensées ou notre propre humeur, rentrent en compte. Rentre vraiment en ligne de compte. On va apprendre à méditer, on va apprendre à contrôler notre attention pour pouvoir observer nos pensées, observer notre ressenti sans s'y adhérer, sans rentrer dedans, sans s'identifier. Donc la pleine conscience, donc ce qu'on entend par, on va rentrer dans le détail, mais le contrôle attentionnel conscient nous permet de prendre de la distance sur nos propres pensées, sur notre propre vécu. C'est pour ça que ça s'intègre. On plonge à l'intérieur de soi pour analyser, pour scanner ses émotions et les mettre, pour les observer et du coup défusionner, c'est ça? Oui, on peut dire ça. C'est ça le terme, défusionner. Ouais. Et c'est ça que ça signifie la pleine présence. Alors après, on sera C'est une manière de se libérer de la rumination, du mental, du langage. On va utiliser Kabat-Zinn peut-être. La définition classique, c'est celle de Kabat-Zinn. Il y en a d'autres qui sont peut-être plus scientifiques, mais celle classique qu'on donne souvent, c'est celle de faire attention. La pleine conscience, c'est faire attention à l'instant présent, sans jugement. Et surtout intentionnellement, c'est-à-dire on va porter intentionnellement son attention. Donc c'est un processus attentionnel, ça a été dit. Là maintenant, c'est-à-dire on peut pas défusionner comme ça, c'est-à-dire faire attention. Tu fais attention à ce qui est là maintenant dans ta tête, dans ton corps et dehors. Ce qui est très intéressant, c'est et dehors et dedans. C'est-à-dire tu portes ton attention sur ce qu'il y a en toi. Ça peut être ta respiration, ça peut être ta pensée, ça peut être les sensations du corps. Bien sûr tes pensées, tes émotions, tes fantasmes, tes images mentales, tes souvenirs, et ce qu'il y a dehors aussi. Ça peut être un objet, ça peut être l'ambiance, ça peut être l'odeur, ça peut être les couleurs. Donc tu portes ton attention et t'observes. J'observe ce qu'il y a là maintenant pour moi. Parce que tu observes, tu pourras changer de posture, être un peu après comme un caméraman qui voit ça à distance. Mais d'abord, faut observer, et c'est donc un travail répétitif. C'est un travail qui va se répéter et répéter et répéter pour que tu puisses observer, parce qu'au départ, t'observes pas. On a un petit exercice au départ, une première pratique où tu prends un objet dans la main, tu l'observes, et puis on s'aperçoit qu'on est avec nos pensées, on est ailleurs, on est avec les bruits environnants,
on n'est pas vraiment avec l'objet qu'on a dans la main, on y est puis on repart, on fait un tas d'allers-retours. Donc être déjà attentif tout simplement là, maintenant. Hein, et comme disait voilà Boris, sa définition, il y en a plein, mais c'est ça, hein, intentionnellement t'es là, dans le présent, avec toi, tes pensées, tes sensations. Et ça nous renvoie au fait qu'en fait, on est dans une personne qui est dépressive, va être ou anxieuse, dans un schéma de rumination, piégée par le langage, où en fait, elle va confondre ses pensées et des événements, et du coup, on est arrivé à être envahi au point d'oublier ses propres sensations, sa propre perception, oublier de vivre l'instant présent, en fait. C'est ça ? Je trouvais ça intéressant, le rappel chronologique, parce que le rappel chronologique, pour moi, c'est la démarche qu'une personne peut effectuer avec la méditation aussi. Dans les TCC, ce que tu disais sur le fait qu'on a passé de l'idée qu'on peut transformer ses pensées pour changer ses comportements et sa vie et son humeur, et qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une limite avec ça, et on le voit bien, par exemple, pour l'entourage des personnes qui sont en dépression, de dire « Oh, mais pense positivement et ça va aller mieux », c'est-à-dire change tes pensées et tu vas aller mieux, on voit bien que ça marche pas. Et en fait, la bascule qui s'est faite de dire « Mais il y a d'abord des processus internes, physiologiques, biologiques, émotionnels, et qui sont plus complexes que les pensées, et que c'est cela un peu la source et la racine de l'humeur qui peuvent se transformer pour que les pensées se transforment. C'est-à-dire, on le voit bien quand on est d'une humeur joyeuse, on n'a pas les mêmes pensées, on voit pas les choses de la même manière que quand on va pas bien. Et donc cette chronologie qu'on fait au niveau théorique, on l'a fait en fait quand on pratique aussi la méditation, c'est-à-dire je vais moins m'intéresser à mon contenu de pensée, à ce qu'elles me disent plutôt que l'état d'humeur qui génère ce type de pensée. Et la méditation, c'est finalement contacter cette source et cette base de l'humeur et de l'être et de l'état général, et qui va modifier finalement naturellement peut-être le contenu des pensées. Et dans la dépression, les ruminations, elles s'enchaînent les unes les autres. À la limite, c'est pas ce qu'elles racontent qui compte, c'est le fait qu'elles aient une espèce de auto-entretien, c'est-à-dire plus on rumine, et qu'à un moment il faut stopper le processus de la rumination, et que c'est pas simplement en voulant le stopper, en se disant je vais avoir des bonnes pensées, c'est qu'il faut un entraînement, comme disait Christine, très profond et vraiment sur la durée, qui va aller à la racine de nos émotions négatives. Et c'est la méditation, c'est un des atouts qu'on a aujourd'hui pour ça. Pour revenir sur la pleine conscience, est-ce que la pleine conscience, pleine présence par rapport aux patients, par rapport à la société, par rapport aussi aux représentants de l'État, on est dans un pays en France très laïque, donc dès qu'on parle de pleine conscience ou de pleine présence, il peut y avoir une dimension comme ça ésotérique. Peur, hein, franchement. Voilà, et ouais. moi je suis, je suis athée, je suis matérialiste conceptuellement, et donc quand je m'intéresse à la méditation, quand je fais de la méditation, je m'attendais pas à devenir prof de méditation dans ma vie. Je suis psychologue, et être méditant, ça paraissait vraiment très loin de mes préoccupations. Et c'est pour ça qu'après, en fonction de là où on vient, on a peut-être une vision un peu différente de la pleine conscience. Mais c'est vrai que quand on est psychologue ou psychiatre, on est des universitaires, on est des scientifiques, je pense, et pour nous, en tout cas, je vais parler pour moi, c'est surtout un entraînement de l'attention consciente, de l'attention contrôlée. On apprend à contrôler notre attention, que ce soit la focale, une hyperfocalisation, mais c'est une ouverture. On apprend à ouvrir, à fermer, à ouvrir. On apprend à déplacer. Donc c'est surtout un entraînement de l'attention consciente en ce qui me concerne. Je trouve ça extrêmement intéressant, parce que j'avais une perception avant de travailler sur cette émission tout à fait fausse en fait de la méditation, qui m'avait été transmise. J'avais un peu le sentiment que c'était prenez des distances avec vos émotions, que il y avait une espèce de mépris des émotions globalement. Je pense qu'il y a des gens qui pratiquent le bouddhisme qui sont dans cette logique-là aussi. Hein, et mes émotions, c'est moi. Hein, mes émotions, même quand elles sont négatives, c'est moi. Et je trouve que c'est extrêmement méprisant. Et puis en plus, quand on me dit calme-toi, ça m'énerve encore plus en fait. Donc et alors, je me suis rendu compte que le processus, en fait, la manière dont vous pratiquez, vous utilisez la méditation est exactement inverse, mais ça va pas de soi. Je pense qu'il faut vraiment l'expliciter pour le profane, que en fait, ce qui nous rend malade, c'est de lutter contre les émotions. Que là, l'idée, c'est au contraire de les accepter et d'utiliser la méditation pour les englober, en fait. Il faut déjà les identifier, parce que les patients les identifient pas. Parce que là, on parle des ruminations comme s'ils étaient au courant de leur rumination. Plus de la moitié sont pas au courant de leur rumination. C'est parce qu'ils vont faire un travail c'est vraiment un travail attentionnel, effectivement, de pleine présence, qu'ils vont tout d'un coup découvrir qu'ils ont des pensées en boucle, et puis tiens, d'une séance sur l'autre, c'est les mêmes. Puis tiens, ça revient, c'est les mêmes. Et puis, certaines ont peut-être une tonalité très sombre, en tout cas pour ceux qui ont connu la dépression un jour ou l'autre, et ils vont s'apercevoir combien ces pensées sombres les contaminent. Ils en avaient pas conscience nécessairement.
tant qu'ils font pas ces pratiques-là. C'est vrai. C'est Non, vrai que c'est c'est pas- effectivement déjà repérer qu'on rumine, c'est déjà Mais un déjà, processus. Et c'est là où quand même les TCC première et surtout la deuxième génération, enfin faire un travail des fois en TCC classique, thérapie cognitive et comportementale classique, avant presque de méditer, c'est déjà en soi, je pense, intéressant, parce que déjà comprendre que nos souffrances viennent de notre propre esprit et que la dépression c'est lié aux ruminations, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est pas une les évidence, colonnes de Beck classiques, ne serait-ce que de pouvoir faire les colonnes de Beck, d'observer les situations, les cognitions spontanées et après l'émotion, là, déjà, on commence à faire un travail d'observation. Bien sûr, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Comme ça. Pour rebondir sur ce qu'on a dit tout à l'heure des 3 vagues, dans nos pratiques, on utilise les 3 vagues. Enfin, même si moi j'anime depuis maintenant plus de 14 ans des groupes de MBCT, j'ai mes thérapies individuelles, les patients en individuel, et là je peux faire de la première génération, de la deuxième, de la troisième génération. C'est-à-dire on est polyvalent, on n'est pas que 3e génération parce que la 3e génération est arrivée ou la 3e vague. Tout à fait. Donc on est en tant que thérapeute, en tant que soignant, tout le temps entre 1, 2, 3, sauf dans le protocole, où il y a vraiment un protocole MBCT, 2, 3e génération, où on a la pleine présence, la pleine conscience, et donc tout ce travail qu'on est en train on commence à décrire maintenant. Alors, ce protocole, justement, parce que vous êtes des scientifiques, je pense qu'il faut arriver à faire comprendre quelle est la différence entre la méditation bouddhiste et la méditation telle que vous l'utilisez comme outil thérapeutique, et puis un petit peu plus subtilement, après aussi ça, entre MBSR et MBCT. Donc, il y a un protocole qui est précis, qui est encadré. Quel est-il ? Peut-être juste dire un mot par rapport à la comparaison avec la spiritualité, puisque Ouais. dans ma démarche personnelle de psychiatre, j'ai commencé à pratiquer d'abord la méditation traditionnelle du Zen, avant de découvrir le protocole MBCT. Et c'est là que je me suis dit, ça aurait vraiment un intérêt pour les patients. Je travaillais avec des patientes anorexiques à l'époque, et je me suis dit, mais en fait, il y a quelque chose qui manque. Et on pratiquait les TCC classiques, avec des changements de comportement, on essayait de modifier les cognitions et les comportements des patientes, mais des patients, mais il y avait, j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose. Et quand j'ai pratiqué la méditation, je me suis dit, j'ai l'impression que c'est ça qui manque dans la prise en charge, quelque chose où on est en rapport avec le corps et avec justement les émotions et un certain apaisement. Bon, je savais pas encore trop à l'époque. Et puis après, je me suis formée à la MBCT que j'ai pratiqué. C'est vraiment un protocole extrêmement rigoureux, sérieux et scientifique, et qui a retiré les dimensions on va dire, de croyance ou de religiosité qu'on a dans la méditation. Comme je suis instructeur MBSR et MBCT, c'est-à-dire dans les deux façons de former, quand j'étais formé à l'un et à l'autre, dans le MBSR, je trouve, ne serait-ce que quand on lit Kabat-Zinn ou quand on est formé au MBSR, quand même, il y a encore cette dimension, je trouve, un peu spirituelle, où la notion du moi, la notion du soi, on commence, je trouve, faut faire très attention dans sa façon d'instruire les choses, parce que implicitement il peut y avoir des valeurs qui sous-tendent. Donc c'est important de garder, en tout cas pour des psychologues ou des psychiatres, je pense, en tout cas de mon côté, c'est vraiment une technique. J'ai vraiment envie de transmettre ça, d'enseigner ça comme une technique de régulation des émotions et de notre comportement et de nos cognitions. C'est des techniques. Après, si on veut l'utiliser au nom d'un système philosophique ou d'un système spirituel, on peut, mais c'est pas du domaine du psychologue, psychothérapeute ou du psychiatre, psychothérapeute. Le programme MBCT, donc ce fameux programme de soins, donc il a été construit, faut comprendre, artificiellement et complètement scientifique. Très rapidement, Siegel, Williams et Tisdale sont 3 directeurs de laboratoire de neurosciences, 2 au Royaume-Uni et au Canada. Ils se sont unis tous les 3. Ils avaient beaucoup de travaux avant, pendant 20 ans, sur la psychologie des émotions, comment les émotions, ça marche dans la tête. Quels sont les processus, Siegel de son côté, Tisdale aussi, qui était le plus connu dans le monde entier, sur comment ça marche, les pensées dans la dépression. Et ils ont construit, avec toutes leurs études, un programme extrêmement neuroscientifique à 3 branches. Ce que je disais tout à l'heure, il y a la méditation de pleine conscience, c'est 1/3. Il faut pas oublier qu'il y a un 2e tiers qui vient de la psychologie expérimentale des émotions. Il y a 6 épreuves de psychologie expérimentale des émotions qui sont faites durant le programme, et il y a de la thérapie comportementale et cognitive. Donc c'est un programme tripartite que moi je trouve absolument génial, comme une horloge suisse qui a été montée avec une minutie fantastique et qui a des effets spectaculaires. D'ailleurs, un de nos collègues, qui est l'ancien doyen, qui est la référence européenne sur les émotions, qui est le professeur Philippot, qui dit « on ne sait pas faire plus efficace en si peu de temps ».
En 8 séances de 2 heures, c'est révolutionnaire sur la gestion des émotions. Et on n'a pas su jusqu'à présent faire plus efficace que ça. Et voilà, je suis d'accord avec ce que dit le professeur Philippot. C'est fascinant. Moi j'ai à peu près maintenant 14 ans de distance avec plein de patients, y compris très impactés, des patients bipolaires, des gens qui sont vraiment en très grande souffrance, des patients borderline. Et 8 séances, ils sont plus du tout les mêmes après. Donc c'est vraiment un programme, enfin voilà, moi qui me fascine toujours. Ouais. Et donc, concrètement, vous méditez avec vos patients, vous les accompagnez, vous les invitez à la méditation pendant les séances. Tout à fait. Et après, vous élaborez avant et après le résultat de cette recherche attentionnelle qu'ils ont investigué pendant cette méditation. C'est-à-dire ce protocole qui est en 8 séances, moi aussi je l'ai adoré au point que avant chaque séance, je relisais toutes les notes de ce protocole pendant des années, quasiment même temps que toi, 15 ans ou voilà. Et une fascination pour la finesse de ce protocole. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce protocole qui allie à la fois des exercices expérientiels, c'est-à-dire en fait on fait des expériences avec les patients, donc on médite avec eux, et après on débriefe sur l'expérience qu'ils viennent de vivre. Donc c'est pas un groupe de parole, c'est vraiment on fait une expérience, on va vivre quelque chose de nouveau, et on va voir avec le groupe qu'est-ce qui s'est passé pour vous, et tout le travail d'investigation de l'expérience est au cœur de ce protocole. C'est-à-dire que le thérapeute qui anime ça, il n'est pas là pour amener des pensées, sa propre vision, sa propre idéologie, il n'est pas là pour amener les gens à vivre un état particulier de bien-être. Au contraire, tout ce qui va émerger, son travail à lui, l'instructeur du groupe, c'est d'affiner la description de l'expérience par les participants et même l'exploration de leur expérience, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire, par exemple, je me suis complètement ennuyée, j'avais envie de partir, c'était horrible, j'avais mal, j'avais des pensées dans tous les sens. C'est toujours très intéressant. Et on va amener une curiosité à tout ce qui survient. Et cette équanimité, alors ça c'est un terme emprunté à la spiritualité, qui est d'accueillir toute forme d'expérience de la même manière, c'est au cœur du processus, sans jugement, c'est au cœur du processus. Et donc c'est vrai que et du coup la posture, moi j'ai juste rajouté ça par rapport à ce que disait Christine, c'est juste que la posture du thérapeute qui pratique la pleine conscience, le psychiatre ou le psychologue, elle est différente des postures d'avant, puisque on pratique nous-mêmes et on ne peut instruire la méditation que si on a nous-mêmes cette pratique, sinon ça reste conceptuel et c'est pas incarné. Et du coup, un médecin, un psychiatre ou un psychologue qui médite avec ses patients, c'est complètement nouveau. Ça s'est jamais vu, c'est-à-dire on est au même niveau et on postule, et c'est là où il y a une révolution dans cette nouvelle vague, on postule que nous-mêmes, on a les mêmes racines, les mêmes germes d'émotions difficiles, par exemple, ou de rumination en nous, qui sont peut-être pas tous à un même niveau, mais que les patients avec qui on est. C'est-à-dire qu'il y a des choses universelles dans le fonctionnement psychique et dans le fonctionnement lié aux émotions, et qu'on va partir de cette base. Après, évidemment, la pathologie, c'est des dimensions parfois plus importantes, de certaines plus d'anxiété. Donc ça aussi, je trouve que cette révolution de la posture, qui est de dire qu'on a tous des émotions, on peut tous être tristes, on peut tous être en détresse, on peut tous avoir peur, ça c'est déjà une sacrée révolution. Et évidemment, on médite avec les patients et on médite chez nous. Je partage, je bois tes paroles. C'est effectivement quand on rentre dans un groupe de méditation, que ce soit, il n'y a plus tellement de notion de patient. On est un instructeur, c'est sûr, on est presque un facilitateur, mais après, il n'y a plus tellement cette distinction entre patient et psy. On est des instructeurs de méditation, donc il y a toujours un rôle. On est là pour animer cette expérience. Je suis d'accord, mais après, ce sont des personnes et l'instructeur lui-même est un être humain et on est dans ce partage émotionnel de conscience collective et individuelle. Donc on peut pas enseigner la pleine conscience, la pleine présence ou l'attention à l'instant présent sans pratiquer nous-mêmes. Donc on est un exemple imparfait et c'est comme ça qu'on peut apprendre et enseigner par notre imperfection même. Mais ça produit des effets. Pour autant, il y a des choses. Enfin, je rebondis là-dessus parce que c'est quand même, je trouve, le point central qu'a soulevé Yasmine. Et que tu as repris, c'est l'aspect expérientiel, c'est que ce qui est extrêmement nouveau, et quand puisque moi je suis formatrice, et quand je forme les jeunes qui veulent devenir instructeurs, c'est très compliqué pour eux, c'est-à-dire que sur 8 sessions, aucune ne se ressemble. Donc il y a une progression, et par session, il faut imaginer qu'il y a 2 nouvelles pratiques, 3 ou 4 par session nouvelle. Et bien à chaque outil nouveau, nous aussi, on va faire le débriefing de l'expérience. C'est vraiment expérientiel. Ça, je pense, c'est le point clé et qui est très nouveau dans la posture. On n'est plus dans la situation prof-élève. On dit à l'horizontale, au même niveau que nos participants. On n'est plus thérapeute, on est instructeur. Et là, même sur des exercices de psychologie expérimentale des émotions, ce qui est pas facile pour nous, parce qu'il va falloir qu'on soit transparent.
il y a un petit exercice où on rencontre quelqu'un dans la rue, on fait signe, il continue son chemin. Moi aussi, instructeur, je vais raconter, voilà, dans ce cas-là, eh bien, je suis triste. Et puis je me dis, il manque plus que ça. Et voilà. Et moi, je vais partager ça. Tout le monde partage. Moi aussi avec mon vécu intime, moi aussi avec ma psychologie, moi aussi avec mes schémas, pour toutes les pratiques. Et c'est ce que tu disais justement, Boris, quand tu dis, on est imparfait, on a aussi nos pensées, on a aussi nos tristesses, on a aussi, mais ça, elles sont partagées avec le groupe. Et ça, c'est une fondamentale. Et c'est vraiment le moteur, un moteur principal, je pense, du changement. Et on est très loin de la psychanalyse, moi. Alors, par contre, par rapport à cette acceptation des émotions, le postulat théorique qui est quand même très, très important dans cette troisième vague, c'est quand même que c'est parce que on n'accepte pas ses fragilités, sa vulnérabilité, qu'on souffre, en fait. C'est un paradoxe. C'est contre-intuitif, ça, il faut le préciser. Et effectivement, le fait de dire, mais finalement, les anxieux, et c'est pas forcément qu'ils sont plus anxieux que les autres, mais c'est parce qu'ils sont anxieux à l'idée d'être anxieux que l'anxiété va prendre une certaine dimension pathologique. Et la plupart des personnes qui sont en souffrance vont focaliser sur leurs émotions difficiles comme étant quelque chose à enlever. Et justement, toute leur attention va être dessus. Et leur journée va être dessus jusqu'au point où ils peuvent plus se consacrer à autre chose. Et les thérapies d'acceptation pour lesquelles la pleine conscience est au cœur de cet entraînement, c'est de commencer à dire, ok, je peux ressentir une émotion, je vais l'accueillir comme faisant partie du paysage, mais je vais élargir ma conscience à autre chose, tout en acceptant que là j'ai de l'anxiété ou de la peur et que c'est pas quelque chose d'anormal à enlever. Et ça, pour moi, c'est une révolution de la psychiatrie, parce que jusqu'ici, dans la psychiatrie, par exemple, quand on était anxieux, on nous donnait des anxiolytiques. C'est-à-dire l'anxiété, c'est quelque chose à éradiquer. Mais c'est pas non plus une renonciation. C'est pas apprenez à vivre avec et débrouillez-vous en quelque sorte. Mais quelque part, l'idée qu'on avait, c'est si je ressens de l'angoisse, il faut que j'élimine cette angoisse, parce que l'angoisse, c'est un problème. Or là, on en débattra d'une autre vision de l'émotion, c'est-à-dire que l'émotion est une clé qui va nous amener à nous rencontrer nous-mêmes, et l'angoisse n'est pas un symptôme à éliminer, au contraire, et que, en tout cas, le rapport à l'angoisse, c'est ça qu'on va changer, c'est pas l'angoisse qu'on va supprimer. Mais ça, c'est vraiment pour moi une révolution, même dans le traitement des maladies. Des formules qui fonctionnent, qui sont assez compréhensibles de la part du grand public ou de nos patients, c'est la distinction entre la douleur et la souffrance. La douleur émotionnelle ou la douleur sensorielle. On essaie d'inciter les personnes à rester avec cette douleur, c'est pas une question de résignation, elle est là. Donc si on peut essayer effectivement d'agir pour la faire disparaître, on peut. Si on a la possibilité d'agir, on essaye. Mais si on remarque qu'elle est encore là, peut-être on pourrait essayer de changer notre rapport à cette douleur qui est présente, ce qui fait qu'on n'en souffrira plus. On essaie surtout de plus souffrir de la douleur émotionnelle ou sensorielle. La souffrance disparaît en acceptant la douleur. Dans le programme MBCT, on est dans cette thérapie comportementale et cognitive, nous on va être des facilitateurs, ce que tu disais, Boris, des instructeurs, parce que c'est une découverte guidée de nos participants. On fait pas un cours. Là, on rappelle ici des notions, mais il faut qu'on leur fasse deviner. Et donc, là, ce que dit Boris, être avec, c'est le programme MBCT, il fait 8 séances, il y a 2 parties, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ce que vient de dire Boris, c'est vraiment ce qu'on fait en 5, 6, 7, 8. Être avec, et puis, être dans l'acceptation. Et en 1, 2, 3, 4, on fait découvrir aux participants c'est quoi l'expérience émotionnelle. En 1, globalement, c'est les émotions. 2, qu'est-ce que j'ai dans la tête. 3, mon corps véhicule des émotions. Et la fameuse séance 4, c'est tous mes mécanismes de lutte. Tiens, quand une émotion arrive ou une pensée arrive, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de lutter, d'échapper, je suis en train de manger, je suis en train de m'agiter, de regarder mon téléphone portable, ou je suis en train, par des mécanismes de lutte de pensée, de me raconter une pensée inverse. Et toute la séance 4, qui va être le pilier qui annonce la deuxième partie, va être pour montrer à chaque participant, quels sont ses propres mécanismes de lutte. On en a plein. C'est ce qu'on disait, c'est que quand arrive l'expérience, nous tous, nous aussi, on fait pareil. On va lutter parce que c'est avec une tristesse, une colère, c'est pas confortable, c'est pas sympa, et donc c'est logique qu'on soit dans des luttes plus ou moins actives. Et donc on est là comme ce que disait Boris, facilitateur, et vraiment dans l'expérientiel, ce que disait Yasmine, on est là-dedans et je découvre mon propre fonctionnement.
Et il y aurait une vulnérabilité peut-être chez certaines personnes à être un peu phobique des émotions. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont plus peur, par exemple, de ressentir une oppression dans le thorax, une boule dans la gorge, pour différentes raisons. Soit parce qu'ils ont vécu des traumatismes enfants. Moi, j'aime bien, enfin, je travaille pas mal sur la notion de psychotrauma dans la dérégulation des émotions et justement le rapport aux émotions. Donc, on a pu montrer qu'il y a quand même quand il y a eu des choses difficiles, les gens, après, à l'âge adulte, ont plus de mal à vivre leurs émotions parce que justement, parfois, ça peut en fait, c'est tellement intolérable et insoutenable par rapport aux mémoires qu'ils peuvent avoir que, il y a un évitement plus important des émotions. Quand on a été traumatisé, il peut y avoir cette notion d'évitement. Mais il y a aussi des facteurs biologiques, des facteurs familiaux, des facteurs culturels aussi qui font que les gens, pour eux, par exemple, être triste ou être vulnérable, c'est un danger en soi. Donc, il est un peu phobique. Et quelque part, la méditation, c'est une forme d'exposition aux émotions difficiles, comme on faisait de l'exposition dans les TCC classiques pour les phobiques des araignées. On les expose progressivement au mot araignée, à une photo d'araignée, etc. Et il y a quand même une réhabituation. Et dans notre société, c'est pas si simple parce qu'effectivement, il y a aussi quand même quelque chose de culturel comme rapport aux émotions où on n'a pas forcément habitué à s'exposer à la vulnérabilité aussi. Donc il y a aussi c'est pour ça que les enseignants ont aussi souvent communiquent de façon plus générale parce qu'il y a quand même un changement culturel qui doit s'opérer pour que la méditation rentre dans le soin. Il n'y a pas qu'une question individuelle, c'est carrément toute la société qui peut avoir un autre rapport. Et notamment parce qu'on a aussi beaucoup une tradition de charlatanisme, notamment dans le soin en santé mentale, une tradition de pensée magique. C'est vrai que ça va pas de soi d'intégrer la méditation comme un outil qui pourtant est evidence-based, qui est éprouvé scientifiquement. Ça, je pense que c'est très important d'insister les gens ont peur des dérives, aussi. Ouais. Mais il y a aussi des dérives. Mais d'abord, bien sûr, et ça, il faudra pouvoir permettre aux gens aussi de se prémunir des dérives, parce qu'il y a beaucoup de thérapeutes autoproclamés là qui pratiquent la méditation et qui sont pas du tout armés pour s'occuper de patients qui ont des problèmes psychiatriques. Et voilà, il faut en parler. Mais à la base, l'intérêt, c'est que ça marche. Si vous pratiquez, c'est parce que ça marche, pas juste parce que ça fait du bien. Ça produit des effets profonds et durables sur les patients. Est-ce que vous pouvez parler de cet aspect prouvé ? Qu'est-ce qui est prouvé? Qu'est-ce qu'on sait de ce qui est prouvé sur l'efficacité? Disons que moi, je m'intéresse beaucoup à la sexologie, donc là-dessus, donc je regarde plutôt les dernières études qui montrent, dans tout ce qui est médecine basée sur les preuves, il y a une gradation de qualité de preuve ABC, et clairement, pour avoir le grade le plus élevé, qui est le grade A, qui prouve l'efficacité à base de méta-analyse, tout ce qui est MBCT, une quantité vraiment assez importante de méta-analyse, par exemple pour les troubles dépressifs majeurs, on montrait l'efficacité de ce protocole, mais il y en a d'autres, on a pu faire des comparaisons avec un traitement pharmacologique d'antidépresseurs, comparant les antidépresseurs de Lancet, par exemple, avec Segal. Donc on remarque, voilà, donc là-dessus, il y a vraiment de quoi faire. Donc on va parler du programme de soins MBCT, donc les études, elles sont aussi en plusieurs vagues. Au départ, le programme a été construit pour les troubles de l'humeur, dépressifs en l'occurrence. Donc aujourd'hui, il y a des dizaines d'études. Alors ça, on est loin. Donc un patient qui a déjà connu plus de 3 épisodes de dépression dans sa vie gagne après 8 semaines de BCT 42%. Je dirais un gain de 42% de diminution du taux de rechute. Donc c'est absolument énorme, et ça c'était revalidé plusieurs fois, presque la moitié. C'est-à-dire quelqu'un qui fait déjà 3 épisodes dépressifs, c'est-à-dire qui a aujourd'hui plus de 80% de chances de rechuter, va gagner 40%, enfin à un gain de moitié, c'est-à-dire qu'il rechutera moins. Et après ces phases-là, on s'est intéressé à, indépendamment de la rechute, qu'est-ce qu'ils y gagnent. À la fin du programme, sur le plan clinique, ils gagnent en termes d'anxiété, parce que leur taux d'anxiété est diminué de moitié, mais même après la 8e séance. Et après, dans les autres générations, là on est dans les années 90-2000, et après en 2010, c'est la première étude qui montre qu'MBCT est un gain pour plein d'autres souffrances, pour les troubles des conduites alimentaires, pour tous les troubles anxieux, avec un gain toujours, même juste après les 8 séances. Et toujours après, donc 2010, 2012, 2015, ça va être l'apport du PET scan, de l'imagerie cérébrale fonctionnelle, pour voir où ça marche et comment ça marche. C'est-à-dire dans quelle zone cérébrale fonctionnelle il y a un remaniement par MBCT. Et enfin, pour les études expérimentales, la base pour toutes les gens qui ont des souffrances émotionnelles, les anxieux, les déprimés, les troubles des conduites alimentaires,
Le critère principal s'appelle la réactivité cognitive. Alors c'est quoi ce truc-là? C'est très simple, on le vit tous. C'est-à-dire, si on prend la tristesse, eh bien si j'ai déjà été un peu déprimée un jour dans ma vie, avoir une dépression même d'intensité légère, eh bien quand j'ai une vraie tristesse, même passagère, parce que voilà, j'ai un procès verbal, j'ai mal garé ma voiture ou autre chose, eh bien les mêmes pensées, la tristesse simple ramène de ma tête, de ma mémoire à long terme, les pensées que j'avais pendant la dépression, même il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Et c'est ça qui montrait du doigt dans le processus de rechute. Et ce qui marche très bien dans MBCT, en termes scientifiques, c'est que cette réactivité cognitive, au bout de 8 semaines, a diminué au moins de moitié, voire plus. C'est-à-dire on réduit ce processus qui est transversal à toutes les pathologies et qui est, on va dire, le primum movens de la rechute. Et ça, nous, on l'a mesuré dans plein de protocoles, à l'hôpital, en service universitaire. On l'a mesuré sur plus de 300 patients et ça s'avère totalement vrai. Donc, y compris, du coup, en culture française, chez nous. Tu as été cartésien. Voilà. Très bien. Est-ce que c'est indiqué pour toutes les pathologies, pour tout type de patients? Est-ce que des patients bipolaires, schizophrènes, est-ce que des personnes, est-ce qu'il n'y a pas des cas, parce que ça a été dit par je ne sais pas si c'était juste ou pas, que dans certains cas où parce qu'elle est malmenée, la méditation peut au contraire entraîner, précipiter des problématiques. Alors, je crois que ce qui est important, c'est de distinguer la méditation et le protocole MBCT. Cette question, elle revient souvent et il y a un manque de rigueur dans on mélange et je pense qu'il faut commencer déjà par distinguer méditation et protocole utilisé, parce qu'en fait, MBSR, par exemple, c'est pas comme MBCT. MBSR, c'est le squelette de MBCT, mais comme le disait Christine, le MBCT, c'est MBSR, donc la mindfulness, plus les aspects travail sur les processus émotionnels et travail sur les cognitions, avec l'origine des ruminations. Donc, dire, par exemple, la méditation, ça peut être dangereux pour la schizophrénie, on sait pas de quoi on parle, c'est-à-dire de quel type de méditation. Alors, oui, pour un schizophrène, partir en Inde, dans un ashram et faire des mantras dans un endroit, oui, bien sûr. Et par contre, est-ce qu'il existe des protocoles de méditation de pleine conscience adaptés pour les personnes psychotiques et dans un cadre médical? Ça, c'est une question différente. C'est pour ça que je pense qu'il faut repréciser. Après, si on reste rigoureux sur la question des protocoles et les indications des protocoles et la rigueur du protocole, il existe par exemple des protocoles dérivés de la MBCT pour les troubles alimentaires. Par exemple, le MBHIT, qui est un protocole spécifique pour les troubles alimentaires. Pour les troubles bipolaires, maintenant, il y a des protocoles spécifiques, je pense, qui sont adaptés de la MBCT, ou c'est la MBCT? C'est la MBCT, la seule chose pour les patients bipolaires, c'est que les temps de méditation sont raccourcis de moitié. C'est les mêmes pratiques de méditation de pleine conscience, mais on diminue le temps, soit 40 minutes, c'est 20. D'accord. Quand c'est 20, c'est 10. Bon, voilà. Mais je pense que dans la pédagogie, vous adaptez par rapport à vous expliquez, vous partez du trouble bipolaire dans le groupe. Donc déjà, ça s'adapte au groupe. Après, il y a le Marlat, le protocole de Marlat, qui est pour les addictions et pour la rechute dans l'alcool. Là, c'est spécifique avec des exercices très précis pour les personnes, pour qu'elles s'exposent, par exemple, à l'alcool, ou qu'elles travaillent sur le craving, donc l'envie de consommer. Donc c'est vraiment un protocole adapté pour l'alcool, etc. Donc et pour la psychose, je pense qu'il y a des il y a MBCT, il y a MBCT adapté pour les schizophrènes, mais encore une fois, c'est par des professionnels qui vont adapter ça très progressivement, qui vont être capables de repérer les risques au sein de la population. Moi, ça m'arrive dans des groupes d'avoir des patients fragiles qui peuvent appeler, où on évalue le risque suicidaire si jamais enfin voilà, on a un œil de clinicien de médical qui fait que voilà, c'est adapté. Par contre, effectivement, la méditation comme ça générale, sans cadre et sans protocole et sans indication et sans démarche scientifique, oui, ça peut être dangereux pour tout le monde d'ailleurs, pas que pour les patients, n'importe qui, parce que ce qu'on n'a pas dit, alors sur les études, il y a juste une chose, c'est que il y a quelques études qui ont voulu un peu critiquer la mindfulness et qui ont montré qu'il y avait plus d'émotions négatives chez certains qui méditaient. Je crois que oui, effectivement, la méditation, c'est pas anodin, puisqu'on commence et notamment chez les personnes qui ont du psychotrauma. On ouvre la boîte de Pandore aussi. Voilà, c'est-à-dire qu'on commence à voir émerger des émotions que les personnes n'avaient pas l'habitude de ressentir, et il peut y avoir, moi c'est mon expérience, en tout cas je pense que vous aussi, d'avoir certains patients qui peuvent se sentir fragilisés par la pratique de méditation et que justement besoin d'être accompagnés, et donc ça peut, voilà, on n'est pas forcément dans un bien-être total quand on médite. Tu dis tout, Yasmine. Voilà, Ce que j'allais dire, effectivement, il y a quelques études qui montrent qu'il peut observer certaines
émotions qui deviennent un peu plus fréquentes, des émotions douloureuses. Et en fait, c'est même un traitement pharmacologique. C'est bien la preuve que le MBCT fonctionne. C'est effectivement, il peut y avoir il y aura un changement sur la réactivité évidemment cognitive, il y aura un changement sur les états émotionnels, mais c'est vrai qu'on apprend à être en contact avec ce qu'on a. Donc un paniqueur qui vient, un homme ou une femme qui souffre d'attaques de panique et de troubles paniques, quelqu'un qui dans cette problématique-là et qui vient commencer à faire un protocole MBSR ou MBCT, effectivement ça va être très difficile. Donc d'où l'important d'être formé, d'abord de se voir avant, d'expliquer les choses. Mais vraiment, le paniqueur est un cas typique où la personne, évidemment, ça va être très difficile pour chacun d'entre nous. Se confronter à ses propres émotions, ses propres schémas de pensée, c'est le rôle de l'instructeur est d'autant plus important, c'est de pouvoir lui apprendre à être avec ça. Et c'est une exposition progressive. Et même on peut pas exposer un phobique des araignées à un sac de Michael. Moi, j'aime bien dire, c'est une exposition généralisée. On généralise au quotidien l'exposition. C'est pour ça que même si vous êtes humble, vous revendiquez vos positions d'instructeur, etc., vous êtes médecin, psychologue, formé, et vous êtes constamment dans ce regard-là. Oui, parce qu'on a des patients qu'on retrouve qui, en tout cas, j'en ai eu 2-3, qui avaient fait des groupes soi-disant structurés, où ils sont, au cours d'une méditation, partis complètement en vrille, et la personne qui guidait le groupe n'a pas été capable de les récupérer. Donc, effectivement, le côté de connaître les symptômes, d'être des soignants et d'être formé au protocole va nous permettre que quand, effectivement, pour un patient, c'est dur, c'est tout d'un coup d'être avec ses émotions, c'est dur d'être avec certaines pensées ou certaines images. Hein. Un exemple, un jour, dans un groupe, il y a une patiente qui a imaginé, elle a une image où tout d'un coup, elle était dans la pluie, enfin quelque chose qui était très angoissant pour elle, qu'elle a partagé avec le groupe. Eh bien, le groupe a été assez soutenant et nous présents pour que les choses, son angoisse puisse être canalisée et que ça parte pas complètement dans tous les sens. Donc, Yasmine l'a répété 2 fois, le mot, alors je le soulève, c'est on incarne. C'est-à-dire, nous, instructeurs, on doit incarner tout ce que représente la pleine conscience, la pleine présence et être là. Donc, effectivement, d'où ce qu'on a déjà évoqué plusieurs fois, connaître, être des soignants, connaître le protocole, être formé, enfin ce qu'on a. Et c'est très différent de l'image naïve qu'on peut avoir de la méditation. Pourquoi c'est pas penser à rien, c'est très technique, c'est ce que dit accueillir Boris, toutes ces émotions. Non, mais c'est très technique. Je veux dire, pour moi, c'est une démarche très active où on est vigilant à tous les détails, tout ce qui se passe dans le groupe et toute notre propre expérience de thérapeute et tous les mots qui vont être dits et toutes les émotions qui vont être là. Et c'est une démarche très très minutieuse et vraiment vraiment technique. C'est pour ça, c'est pas du tout ne rien faire la méditation. Non, c'était juste aussi pour l'aspect, il y a des psychoses, on peut entendre dire qu'effectivement, si on souffre d'une schizophrénie, si c'est stabilisé, la personne peut commencer à entraîner son attention, à être présent. Et je pense à un protocole de Thomas Langlois, qui est un autre psychologue à la FTCC, qui propose un programme d'acceptation des voix, des hallucinations auditives ou des voix, de pouvoir apprendre à accepter ce qu'on vit, y compris ce qu'on pourrait percevoir comme des hallucinations. Donc on va dans ce sens-là de l'acceptation et de l'ouverture, de la réceptivité à ce qu'on vit, même chez des personnes qui peuvent souffrir d'hallucinations auditives, par exemple. Moi, actuellement, je travaille dans un hôpital général qui fait de la psychiatrie générale. J'anime des groupes de pleine conscience qui sont inspirés de MBCT, mais qui sont sur un format plus court, d'1 heure, et toutes les semaines. Et j'ai quelques patients qui sont des patients psychotiques stabilisés sous traitement, qui viennent et avec qui on avance tout doucement, progressivement, parce que dans la psychose et dans le délire, il y a une adhésion à ce qui émerge en termes d'hallucinations, en termes de pensées paranoïaques, etc. C'est-à-dire, il y a une croyance que c'est vrai, et puis les pensées en entraînent d'autres, et puis il y a des intuitions, il y a de l'imagination, il y a tout un processus mental, en fait, et cognitif, qu'on peut diminuer, pas stopper complètement, mais par le retour au corps, à l'instant présent, à la sensorialité, aux 5 sens. C'est ce qu'on fait dans la pleine conscience. Entendre, voir, sentir, ça ramène le patient dans quelque chose de plus concret et diminue un peu la fuite des idées, la dissociation qu'il peut y avoir. Donc c'est très très important pour revenir à la réalité, même pour les patients délirants, mais sous grand contrôle. On renforce les fonctions exécutives chez aussi les personnes qui souffrent de psychose. Au niveau cérébral, on s'est bien rendu compte qu'il y avait tout ce qui était, on va pas rentrer dans l'aspect technique au niveau
ou cérébrale, mais la pleine conscience, les protocoles de pleine conscience permettent vraiment de renforcer toutes les fonctions exécutives de métacognition. Tout à fait, c'est utilisé en réhabilitation psychosociale, dans les programmes. Ouais. On travaille énormément l'attention parce qu'on s'est rendu compte que chez les schizophrènes, il y avait quand même des déficits cognitifs, des difficultés à agencer la réalité, à mettre les éléments ensemble. Et donc, la pleine conscience, dans le cadre des protocoles qu'on utilise, c'est vraiment un travail sur les fonctions cognitives et cérébrales. C'est ça qui est... Donc, mais bon, c'est très minutieux et ça ne doit pas être fait sans connaissance de à quoi ça sert et comment le faire. C'est bien sûr en phase de stabilisation, MBCT, c'est-à-dire personne en phase aiguë. C'est pas le déprimé en phase aiguë, en phase d'état extrêmement déprimé. C'est-à-dire, il faut que la personne soit prise en charge, qu'elle soit estimée stabilisée. Il peut rester des symptômes, mais elle est estimée stabilisée, sous traitement, déjà prise en charge, et à ce moment-là, on peut se poser la question de MBCT. C'est très important, et pas imaginer que c'est une solution magique, même si le programme est génial, on a des résultats extraordinaires, mais c'est en phase de stabilisation, même s'il reste des symptômes, ça c'est pas un souci, mais pas en phase de crise, pas, je dirais en phase aiguë. L'idée est de penser ça. Et puis une chose importante, parce que peut-être on va comprendre, c'est quand même très intellectuel ce qu'on dit, on est avec nos émotions, on va s'exposer à nos émotions. À la fin du programme MBCT, les 2 dernières séances sont tournées vers l'action. La séance 7, c'est comment mieux prendre soin de moi. C'est-à-dire tout ce qu'on a fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maintenant, comment je vais m'en servir pour moi au quotidien? Comment je vais m'en servir pour prendre des actions qui sont bonnes pour moi et qui sont justes pour moi? Et donc, les 2 dernières séances sont tournées après vers l'avenir, vers après. Comme disait Yasmine tout à l'heure, il faut qu'il continue, et donc ce qui est préconisé, c'est d'organiser des séances de consolidation. C'est-à-dire ce qui est préconisé. Il faut être une pratique régulière. Voilà, et on va l'aider du coup en lui donnant rendez-vous. Enfin, moi, je les organise tous les 3 mois, mais ça peut être tous les 2 mois, enfin comme on peut, où tous ceux qui ont déjà fait les programmes viennent, dans une espèce de groupe ouvert, vient qui veut, et on fait une séance dite de rappel, de consolidation pour permettre un peu de réactiver et puis de doper un peu la pratique de chacun pour poursuivre ce chemin qui est magnifique. Est-ce qu'on est obligé d'être immobile pour méditer, pour être dans la pleine plaisance? Quand on dit méditation, c'est plutôt ce qu'on appelle la méditation formelle, assis en posture de méditation. Donc là, on va dire, on va cultiver l'immobilité et la stabilité, mais dans les programmes de pleine conscience, la pleine conscience, par contre, ça veut pas dire, c'est pas la même chose que méditation, puisque la méditation, c'est un entraînement à cultiver la pleine conscience de façon assise pendant un certain temps, alors que la pleine conscience, c'est une attitude cognitive, mentale et attentionnelle qui peut se faire en mouvement. Par exemple, si on fait, donc il y a du yoga, par exemple, dans les programmes, où on fait des mouvements en pleine conscience, où on va faire... Alors la différence entre faire l'aérobic pour être super musclé ou super beau, etc., et la différence avec le fait de faire des mouvements en pleine conscience, c'est justement la qualité d'attention, puisque on fait pas des mouvements machinalement en pensant à autre chose, avec un but, mais c'est plutôt chaque mouvement, on va le faire en étant pleinement présent à toutes les sensations, aux sensations dans les articulations, au souffle, etc. Donc pas avec un but particulier, mais avec une qualité d'attention. Donc là, on est en mouvement, où on fait de la marche en pleine conscience. Moi, je pratique, je suis un amateur de tango. Ouais. La pleine conscience m'est très utile pour me connecter à moi-même et à mon partenaire et à ma musique. Tout à fait, voilà. Donc on peut le faire en mouvement. Mais la méditation, quand on dit méditation, en général, c'est assis. Et l'importance, je pense, de la posture assise et de l'immobilité, c'est justement d'éviter de se divertir, parce que se divertir, ça peut être un échappement de l'expérience, c'est-à-dire dès que je m'ennuie, je fais quelque chose, ou dès que je me sens inconfortable, je fais quelque chose pour éviter de ressentir mon inconfort. Et le fait d'être obligé de rester assis, par exemple, pendant 20 minutes ou 30 minutes, alors que j'ai un inconfort, alors que j'ai envie de bouger, alors que je m'ennuie, alors que je suis désespérée, m'oblige d'une certaine manière. Ça reste toujours très doux, il y a jamais, c'est pas non plus militaire, on peut bouger, mais l'idée c'est de s'entraîner à continuer à observer l'expérience, même si notre tendance est de vouloir l'éviter. Et donc cet entraînement, et ce qu'on appelle la flexibilité de l'attention, c'est de s'entraîner en permanence à ramener l'attention sur le moment présent et la respiration, au lieu de laisser l'attention se faire prendre par les pensées qui s'enchaînent et nos automatismes. Et ça, il vaut mieux rester immobile.
la pleine conscience, la pleine présence, c'est un état mental. C'est de fait un état mental. Donc après qu'on bouge ou qu'on bouge pas, je vois pas comment on peut être dans une immobilité. J'aime bien dire que le seul moyen pour être immobile, c'est d'être un cadavre. Donc effectivement, ça va un peu à l'encontre de l'ascèse, du fait qu'il faut pas penser, qu'il faut pas ressentir. C'est diamétralement opposé, en fait. C'est d'être encore plus vivant d'une certaine manière. Je pense à Proust avec la littérature, c'est qu'on apprend à vivre. La méditation, la pleine, c'est une attention à ce qu'on vit. Et s'asseoir, c'est prendre conscience que en étant assis, notre colonne vertébrale va toujours être dans une forme de mouvement. On bouge toujours. Tout notre corps, même s'il est relativement immobile, on observe qu'il est vivant, qu'il est dans son rythme interne. Voilà, bien sûr. On peut pas être dans une immobilité, ça n'existe pas. Donc c'est être attentif à notre vécu. Ouais, c'est tout simplement. Oui, l'idée c'est que dans le programme, on propose des méditations en mouvement, bien sûr de la marche en pleine conscience, mais aussi on a des étirements, des mouvements allongés au sol, et ça c'est vraiment, ça va aussi aider toute une population qui ne peut pas, en tout cas parce qu'on ne demande pas aux participants de faire de la méditation avant. Ils arrivent généralement naïfs, pour la plupart d'entre eux, pour au moins 80% d'entre eux, de toute notion de méditation. Et donc, il y a aussi ces alternatives dans le programme de posture debout, de posture allongée au sol, de marche, c'est-à-dire de la méditation en mouvement, et pas que statique, parce que elle serait intenable pour certains des patients si c'était tout le temps statique. Ils partiraient déjà du protocole avant d'arriver à la séance 5. Donc, il y a des alternatives et qui, d'ailleurs, vont être, pour certains patients, ils ne vont prendre que celles qui sont en mouvement parce que c'est possible pour eux. Et en même temps, c'est assez génial puisque on est, ce qu'a sous-entendu tout à l'heure Yasmine, que dans ces maisons, même si c'est en mouvement, c'est pas de l'aérobic, c'est-à-dire ce sont des mouvements lents et toujours dans le respect de mes limites. C'est en dessous de la douleur, en dessous des tensions. Et puis même si ça me semble trop difficile, j'ai le droit de fermer les yeux et d'imaginer que je le fais sans bouger. Je peux rester allongée ou assise et non, ça a l'air d'être trop pour moi, pour plein de raisons, hein. Et donc, je l'imagine dans la tête. Donc, il y a cette flexibilité, cette adaptabilité et ce respect de moi-même qui est vraiment très important. Ouais, la notion de bienveillance est permanente dans ces groupes. Et pour moi, c'est pas juste un petit mot comme ça, un peu bateau ou un peu bisounours. C'est que en fait, au sein de ces approches thérapeutiques, de plus en plus, on accentue le focus sur la compassion, la notion de compassion. Et en fait, c'est au cœur du processus thérapeutique, puisque derrière compassion, c'est non-jugement pour soi, non-jugement pour ce qui apparaît, non-jugement pour les autres, pour ce qui est autour de moi. Et ça, c'est aussi un des aspects très transformateurs du protocole, c'est cet aspect d'acceptation radicale de ce que je suis, avec ce que je ressens, et de ce que les autres sont, et de ma vie telle qu'elle est. Et en fait, cette douceur-là, elle va transformer le rapport à soi, mais aux relations aux autres. Et souvent, dans la dépression, dans beaucoup de troubles psychologiques, il y a beaucoup de violence en fait faite à soi-même, pas toujours envers les autres, mais beaucoup envers soi-même, de lutte. On parlait de lutte tout à l'heure, et donc c'est l'attitude qu'on a face à ces mouvements, face à ces difficultés. Elle va être aussi au cœur du protocole en fait. C'est peut-être utile d'insister sur l'effet de changement profond et durable. Parce qu'on associe souvent dans la culture populaire la méditation avec un côté un peu new age, de développement personnel. Ça reste quand même très ancré dans les représentations de la méditation, de se faire du bien dans l'instant. Il ne s'agit pas seulement de se faire du bien, c'est que ça produit des effets thérapeutiques profonds et durables. Moi, ça me fait penser à la question de l'estime de soi. Il y avait une étude, je crois qu'elle était suédoise, qui avait été faite sur des adolescents, et par rapport au rapport au corps, et ceux qui avaient le plus de satisfaction, enfin la meilleure estime de soi, c'était ceux qui acceptaient leurs imperfections. C'était pas ceux qui se trouvaient beaux ou parfaits. Les protocoles MBCT ou protocoles MBSR, j'aime bien les présenter comme une initiation à l'entraînement attentionnel. C'est juste une initiation, et l'un des buts que je me donne, c'est qu'ils puissent être autonomes après. Ils vivent ces 8 semaines, ils reçoivent des séquences audio pour qu'ils puissent s'entraîner de leur côté. Mais donc ils apprennent, et ce sont des débutants, et on va essayer qu'ils gardent l'esprit du débutant juste après, même après le protocole, mais ils développent cet esprit débutant en découvrant, en étant attentifs à ce qui est là. Donc c'est vraiment une initiation
à ces pratiques de l'attention. Et une fois que le protocole est terminé, évidemment, ils sont plus autonomes. Donc, ils deviennent adultes de la méditation ou de l'attention ou de la pleine présence. Ils peuvent continuer de leur côté. Comme dit Christine, ça fait partie de notre travail de proposer après des groupes de soutien à la pratique. On est là pour les aider à pratiquer, à entretenir leur pratique, mais après un protocole, ils savent comment faire à eux de continuer à pratiquer pour avoir les bénéfices de cette pleine attention. Il y a plein de formes de méditation, il y a plein de programmes de bien-être, il y a plein de programmes de développement personnel, et je pense qu'aujourd'hui, on a tous voulu insister, puisqu'on les anime tous les trois, au seul programme de soins qui existe. Il y a un seul programme de soins qui est vraiment soignant, c'est MBCT. Il existe version enfant, il existe version adolescent, il existe pour les seniors âgés, très âgés, et comme on l'a dit, il existe pour les ex-déprimés, pour les anxieux, pour les boulimiques. Il existe en programme adapté ou à l'âge ou à la pathologie. Donc il y a ce programme de soins. Et ce programme de soins, ma deuxième notion pour moi, c'est vraiment le changement très important qu'il amène pour soi, parce qu'il va nous faire travailler des compétences cérébrales que peut-être qu'elle était un petit peu fainéante dans notre tête, un petit peu passive, comme l'auto-bienveillance, les capacités attentionnelles, le côté à prendre de la distance le côté d'être plus dans la compassion, déjà dans l'autocompassion pour soi. Enfin, toutes ces compétences, il y en a 5 ou 6 qui sont travaillées dans ce programme de soins. Déjà, moi, je vais avoir un changement, et ce changement, il est pérenne. On l'a montré, on réévalue 2 mois après, on réévalue 6 mois après. Ce changement, il est stable. Alors bien sûr, ce changement, si je continue à m'entraîner, parce qu'on a bien dit que c'était un entraînement, après les 8 séances, je vais encore développer mes capacités, et je vais du coup encore mieux réguler mes émotions, et je vais encore être plus présent à l'autre, parce que ce programme de soins, il est recommandé pour tout soignant pour lui-même. On a démontré dans des études que si un soignant fait ça pour lui, même s'il n'est pas nécessairement anxieux, ni burn-out, ni je sais pas quoi, on a démontré qu'il était plus attentif, plus présent à ses patients, qu'il était plus là dans l'interaction pour écouter simplement les patients, et c'est recommandé déjà rien que pour soi, c'est-à-dire rien que pour son développement à soi, et être plus présent en consultation. Donc il faut vraiment voir que c'est un des changements pérennes, très importants, et que si on continue à les cultiver, bien sûr on les cultive de plus en plus. Ce sera le mot de la fin. Merci important. Merci beaucoup. Merci.